Fidèles téléspectateurs de la télévision Street TV, bonsoir et bienvenue à Sport 3 de ce vendredi. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de cette quart de finale entre Burkinabé et Tunisien qui va donc se jouer ce samedi sur le coup de 19h temps universel. Dans cette émission, nous allons également revenir sur les autres quarts de finale, notamment le match Gambie, Cameroun, Maroc, Égypte et Sénégal, Guinée équatoriale. Et pour ce faire, je reçois les décodeurs sur ce plateau. Ils sont déjà là. Adama Salambere, vous répondez présent ce soir. Adama, bonsoir. Ouais, bonsoir Dianda. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à mes amis. Vous les avez dit bonsoir, mais vous ne les avez pas présentés, donc je continue ma présentation. En face de vous, Ibé Cabré répond présent également. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, Dianda. Bonsoir à tous. Notre cher ami Isaka, toujours à côté donc de son ami Adama Salambere, Isaka Ilboudo. Bonsoir à vous. Bonsoir Dianda, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je fais un gros coucou à Samy et John William Somda surtout. Bon, vous l'avez dit, nos amis Assami, Thiem Touré et John William Somda du côté de Yaoundé qui nous envoient donc les informations en temps réel de ce qui se passe donc autour du groupe Étalon et donc par ricochet de cette CAN Cameroun 2021. Nous allons donc aborder donc le vif du sujet, le premier sujet qui est donc l'avant-match donc des Étalons face à la Tunisie après donc cette brève transition. Voilà, je le disais en titre, Burkina Faso Tunisie, c'est ce samedi à partir de 19h temps universel. En 98, ça a été donc ici au Burkina Faso. Ensuite en 2017, c'était à Libreville. Cette fois-ci, c'est donc du côté de Garoua au Cameroun que Burkinabé et Tunisien donc vont s'affronter en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la troisième fois. Déjà, je commence avec vous, Isaka Ilboudo. 2 fois, nous avons été vainqueurs. En 98, ici, c'était lors des tirs au but. Le Burkina Faso donc a pris le dessus donc sur les Tunisiens. En 2017, c'était 2-0, but de Aristide Bansé de Préjuge Nakoudma, on se rappelle comme si c'était hier. Cette année encore, le destin encore, nous amène a voulu que les Burkinabés croisent encore les Tunisiens pour se prier donc peut-être une place en demi-finale. Déjà, quand vous analysez, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il n'y a jamais 203? Oui, déjà il faut, excusez-moi, dire que ça commence à devenir comme un mariage entre une femme et un homme. Oui. La Tunisie et le Burkina, on se croise de plus en plus dans le dernier carré pratiquement. Tu l'as si bien dit, ça fait déjà la troisième confrontation. C'est ça. 2 succès pour le Burkina, 1 succès pour la Tunisie. Mais c'est pas la même période. Les périodes ont évolué, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. 98, 2017, 2022, 2021. C'est le même football, mais seulement les choses ont changé. Mais okay. je veux croire quand même à cette ce que tu disais tout à l'heure, jamais 203. Oui, on peut estimer légitimement. Oui. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut aussi savoir raison garder et analyser profondément les choses et sans se mettre dans l'émotion. Mais ce qui est sûr, ça va pas être facile de part et d'autre parce que c'est des équipes qui se connaissent déjà. Chacun va quand même vouloir voilà. Le Burkina parce que c'est un grand match. Vous gagnez ce match, vous partez donc en demi-finale. En demi-finale. Mais n'oublie pas que quand même la Tunisie a fait sortir une copie très 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 propre en 8e de finale avec une culture tactique incroyable. Donc c'est des étalons aujourd'hui face à une culture tactique qui va se mettre en place. Donc il y a espoir. Seulement il faut savoir maintenant tirer les ficelles du part et d'autre et puis faire un très bon match. Mais déjà je suis très content. Côté burkinabé, on nous dit que tous les tests Covid sont pratiquement négatifs. Oui. Donc c'est déjà un très bon signe. Ça veut dire que Kaoumalo aura la chance et la latitude d'avoir tout son bloc, tout son groupe pour affronter cette équipe tunisienne qui, à mon avis, est en train de monter en puissance. On ne l'a pas trop vu venir, mais pour son dernier match, c'est une équipe qui mérite quand même qu'on fasse beaucoup attention. Ibé Kabré, Issa Kaladi, c'est une équipe très tactique qui a réussi à éliminer le Nigeria en 8e. Le Nigeria qui était considéré comme l'un des favoris au vu de ce qu'ils ont eu à faire 3 matchs, 3 victoires donc, en phase de poule. Mais sur le plan psychologique, quand on rappelle aux Tunisiens également que les 2 précédentes rencontres à la même période donc, de la CAN, c'est nous qui avons pris le dessus, ça peut être également un aspect psychologique favorable pour les étalons.
Non, je pense qu'il n'en est rien. Je crois que les statistiques et autres, c'est pour les médias. C'est Henri Kasperzak qui l'avait dit en 2017, lorsque on lui avait rappelé qu'ils avaient perdu justement en 98 face à l'équipe des étalons. Alors que c'était Henri Kasperzak lui-même à l'époque qui était l'entraîneur de la Tunisie et qui a conduit la troupe en 2017 pour croiser les étalons. Il avait dit en son temps que les statistiques et autres, ça c'est pour les médias. Et moi je souscris entièrement à ça, même si dans la foulée il n'avait pas eu raison en son temps. Cela pour dire quoi? Vous avez dit il n'y a jamais 203, sauf que il y a Ayman Matlouti du côté de la Tunisie, mais il n'y a pas Aristide Bansé. Il y a Msakmi, mais il n'y a pas Prédis Nakoulma, et deux qui étaient les buteurs justement face à la Tunisie. Tout ça pour dire que ce qui compte, c'est la réalité sur le rectangle vert demain. Et ça passe nécessairement par une organisation défensive déjà solide de la part des Kamou Malo, parce qu'il faut encore multiplier les efforts et travailler à garder cette constance au milieu du terrain, mais au niveau du front de l'attaque, il va falloir revoir la copie parce que c'est là-bas justement qu'on pêche beaucoup. Ok, voilà donc qui dit Adama Salambéré, encore une fois de plus, Burkina-Tunisie, je sais que vous rappelez encore, comme c'était hier, ces émotions de fin de match de 2017, mais là, la Tunisie et le Burkina, qui semblent jouer également peut-être, on l'a vu face au Nigeria, qui a créé la surprise, mais tactiquement, qui a attendu vraiment et qui a contré, c'est comme s'il jouait un peu comme le Burkina. Est-ce que ça ne va pas être peut-être un petit conflit tactique entre les deux? Oui, je dirais même que c'est un match de tous les dangers, parce que là, quand vous regardez les deux équipes psychologiquement, les étalons ont un ascendant psychologique beaucoup plus supérieur. Henri Kasperzak, il a dit que les stats c'est pour les journalistes, mais il a perdu quand il a dit ça. C'est ça. Ouais. Donc ça veut dire que franchement, les Tunisiens, parce que quand vous battez une équipe une fois, deux fois, la troisième fois, ça risque d'être difficile parce que cette équipe ne va vraiment pas se laisser faire. Elle va également étudier votre jeu, essayer de mettre des plans pour vous contrer. Donc, il faudra que les étalons fassent très attention avec vraiment ces stats-là qui pourront lui être vraiment défavorables. Il faudra que l'équipe des étalons puisse mettre en avant-garde. Il a parlé d'un bloc au niveau de la défense d'abord très solide, beaucoup plus solide que face au Gabon, et multiplier également les actions assez offensives parce que c'est là-bas que ça pêche. Il l'avait dit, le problème des étalons se trouve au niveau de l'attaque. Bon, on n'avait pas tellement cru à ça, mais au fil des matchs, moi je vois réellement que le problème se trouve parce que là face au Gabon nous avons vu une équipe des étalons dominatrice mais qui n'arrive vraiment pas à planter ce but et malgré que le Gabon ait été réduit à 10. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Il va falloir que le Kamou Malo soigne cet aspect des choses là. Mais également je retiens que le Burkina Faso, lorsque les gens n'y croient pas trop, ça marche bien pour eux. Je me rappelle de 2013 où vraiment quand les étalons partaient, personne ne croyait aux chances des étalons. Mais ils sont allés quand même en finale. Ils ont créé la surprise. Voilà, cette année encore. C'est clopin que les étalons sont en train de gravir les gisselons. Et voilà, on espère encore qu'ils vont créer la surprise. C'est vrai que nous avons quelques éléments, donc, notamment la conférence d'avant-match de Kamou Malo. Mais avant, nous allons continuer peut-être sur ce plateau avec Isaka qui voulait réagir. Isaka, quand on regarde un peu face au Gabon, le Burkina a semblé, c'est comme si le Burkina avait laissé un peu le Gabon jouer pour jouer en contre. Le Nigeria aussi a dominé un peu la Tunisie. La Tunisie était un peu attentive, mais a quand même profiter d'une occasion anonyme comme ça pour ouvrir le score et a tenu bloc derrière. Est-ce que là tactiquement il n'y aura pas un souci? Parce que est-ce que chacun ne va pas vouloir donner la balle à l'autre pour essayer de l'attendre pour essayer de le contrer? Non, je pense que concernant le Nigeria, il faut être clair et net. Le Nigeria n'a pas totalement dominé la Tunisie. Je pense que le Nigeria a fait 15 dernières minutes d'une qualité acceptable parce qu'ils étaient dans le dur, ils voulaient à tout prix égaliser. Sinon, quand vous regardez dans la configuration réelle du match, la Tunisie a sorti une tactique qu'aucune équipe n'a pour l'instant ressorti dans cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a complètement
déboussoler et gêner les Nigériens dans toutes les performances, dans tous les compartiments du jeu. Ils ont été très disciplinés, très tactiques. Physiquement, ils étaient au point. Ils avaient tous les ingrédients nécessaires. Et franchement, ils ont fait déjouer cette équipe du Nigeria. Et c'est à partir de cet instant que on commence à faire très attention à cette formation tunisienne. Ce qu'elle nous a montré face au Nigeria, qui a fait 3 matchs, 3 victoires, qui a fait le plein, qui s'est retrouvé arc-bouté devant cette formation tunisienne sans la moindre opportunité. Il faut faire très attention. Maintenant, pour ce match contre le Burkina, j'ai dit les statistiques, il faut aussi souvent en tenir compte. De toute façon, c'est pas seulement que pour les médias. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. Ils ont voulu cette année vaincre les Indiens. Malheureusement, les stats ont toujours été démises. L'Égypte est toujours passée. Voilà. Donc, je ne dirais pas que forcément on va battre très facilement cette équipe tunisienne, mais à un moment donné, elle aussi elle va peut-être chercher à vaincre le signe indien. Ce qui va être important dans ce match, au niveau des étalons, ça va être tout un ensemble. Ça va être tout un ensemble, que ce soit l'attaque, le milieu. L'attaque, ça va être un bloc. Ça va être un ensemble qui va porter cette équipe-là. Si une partie faillit à sa mission, ça va être très, très, très rédhibitoire pour nous, très compliqué. Donc, je pense qu'il faut que tous les secteurs qui vont être intégrés dans ce match-là montent en puissance à niveau égal. Défense, milieu, attaque. Il faut que tout le monde joue. Parce que les Tunisiens, pour ce dernier match, je le dis et je le répète, ils ont montré une très 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 belle disposition. Tu te croirais à un jeu des dames où ils étaient bien organisés, et là on est parti pour voir un excellent match. Oui, Issaka l'a dit, il faut aller en bloc, il faut peut-être créer une solidarité, monter en défendre ensemble, attaquer ensemble pour peut-être espérer. On se rappelle qu'en 2017, c'était lors d'un coup de pied arrêté que on a trouvé la faille, avant bien sûr que les Tunisiens puissent se livrer et donc tomber sur cette contre-attaque-là. Est-ce que c'est pas également peut-être des aspects que Kamou Malo pourrait exploiter? Quand on sait que depuis le début de la CAN et depuis très longtemps, on n'en a pas marqué au cours du jeu. La dernière fois, le pénalty a été manqué. Est-ce que c'est pas une occasion également d'exploiter enfin peut-être ces situations-là? Parce qu'une équipe assez tactique comme la Tunisie, là, pour trouver peut-être la faille, ça peut être compliqué. Alors là, si ça doit passer forcément par le coup de pied arrêté, c'est qu'il ne faut pas espérer beaucoup des étalons, parce que c'est là où se trouve la grande faiblesse. Figurez-vous, en cas de sortie des étalons, les étalons n'ont encadré qu'un seul coup franc. C'était face au Cap-Vert, tiré par Edmond Tapsoba. Et c'est tout. Alors, pour dire quoi? Depuis, en tout cas, que Kamou Malo est à la tête de cette équipe, le point faible des étalons, c'est justement les coups de pied arrêtés. On n'arrive pas à les exploiter. Et finalement, on ne sait pas qui est le maître à pencher dans ce secteur, dans cette phase de jeu. Tantôt on voit Bertrand, tantôt on voit Gustavo Sangaré, sans véritable succès. Et donc, du coup, moi je pense qu'il faut peut-être explorer d'autres qualités. Et comme le voudrait un adage, c'est pas aussi à la veille de la chasse qu'il faut élever son sens. Ça reste quand même des possibilités, je ne les écarte pas, mais on a quand même montré beaucoup de limites dans ce secteur-là. Maintenant, la force que dégage l'équipe du Burkina, déjà on a une défense solide et on procède donc par contre. Et face au Gabon, effectivement, il y a eu quand même cette volonté de laisser l'équipe gabonaise jouer, et même à 10, elle a dominé le match. Et derrière, quand le Burkina se projette, il y a quand même des occasions, si les attaquants quand même n'avaient pas été à un moment égoïstes, parce que je revois encore sur 3 actions. Entre Dango, Ouattara, Bertrand ou Hassan Bandé. En tout cas, s'ils avaient été très complémentaires, ce match serait terminé peut-être par 3 buts à 1, et on allait faire quand même l'économie des prolongations et des tirs interminables au but. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je crois qu'il faut pister d'autres solutions. Sinon, si c'est sur le coup de pied arrêté, on a suffisamment montré quand même nos limites à ce niveau-là. Voilà, nous allons revenir pour poursuivre donc avec, je dirais, cette analyse de cet avant-match, l'avant-match donc Burkina-Tunisie. Mais avant, nous allons repartir du côté de Yaoundé pour écouter et suivre un peu John William Somda qui a suivi avec nous la conférence de presse d'avant-match de Kamou Malo. Les étalons pour une place dans le dernier carré de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Ce samedi 29 janvier à Garoua, il faudra se défaire des Aigles de Carthage, un adversaire avec un solide pédigré que le sélectionneur Kamou Malo connaît bien. C'est une équipe dont vous savez déjà, c'est une équipe très homogène, où il n'y a pas beaucoup de limites,
en tout cas un très bon collectif, surtout en termes de bloc. Elle joue très bien, elle défend très bien. Alors ça, nous le savons déjà. De plus, Kamou Malo préfère faire fi des statistiques et du palmarès de la Tunisie au moment d'aborder cette rencontre. Je suis désolé, si on devait se fier au passé pour venir à cette compétition, on aurait pu attribuer déjà la coupe, parce qu'il y a des gens qui sont venus ici avec palmarès éloquent. Et je pense que les matchs suivent ne se ressemblent pas. Alors, nous sommes dans un nouveau contexte. Nous avons affaire à une nouvelle équipe tunisienne. Nous avons affaire aussi également à une nouvelle équipe des étalons. Donc, pour moi, je pense que la différence se fera simplement sur le terrain. Nous ne nous fierons pas justement à ces statistiques, parce que moi, je dis que les statistiques appartiennent au passé. Alors, ce qui est passé est passé. Maintenant, nous sommes au présent. Un adversaire solide, doté également d'un sacré palmarès et favori sur le papier. Mais qu'à cela ne tienne, du côté burkinabé, on veut surtout s'appuyer sur ses forces pour tenter de faire la différence. Nous avons une équipe ambitieuse qui est venue à cette CAN, en tout cas sur la pointe de pied, et qui en tout cas veut affirmer en tout cas sa bonne santé, et pourquoi pas aller au bout. La différence, c'est que c'est notre état d'esprit simplement. Face à la Tunisie dans ce premier quart de finale, les étalons se doivent d'être plus réalistes que lors du tour précédent. Un manque d'efficacité aux avant-postes qui n'a pas échappé au sélectionneur national. Je disais tout à l'heure que nous n'avons pas essayé assez tuer au bout de nos matchs, où nous avons eu des opportunités en tout cas de tuer les matchs, et ça nous a toujours rattrapé, mis en difficulté, ça nous sommes conscients, et nous travaillons sur ça. Alors c'est vrai que vous avez parfois mis le pas sur les individualités. Bon, mais moi je trouve que peut-être nous allons travailler peut-être à avoir beaucoup plus de cohésion dans les derniers 30 mètres. Et je pense que durant toute la semaine, nous avons travaillé, nous avons parlé par rapport à cette situation. Avec un groupe quasiment au complet et sans suite au dernier test Covid, Kamou Malo pourrait également récupérer Issoufou Dayo qui a repris la course. Pour cette troisième confrontation en phase finale de CAN face aux Aigles de Carthage, les étalons comptent une victoire et un nul. Voilà donc Adama Salambéry, vous avez écouté ce reportage de John William Somda, vous avez écouté ce que Kamou Malo a dit. Il entend ce que les observateurs de football critiquent sur son équipe, notamment le manque d'efficacité, la concentration, tout. Mais jusque-là, on attend toujours une réponse claire du coach sur le terrain à travers les critiques qu'on fait. Oui, bien sûr que quand vous écoutez son analyse, lui-même il reconnaît que voilà, l'équipe n'a pas de tueur, à l'attaque ça pêche beaucoup. Et il n'a vraiment pas de solution à cela, parce que là, ça dépend également du groupe de départ que vous avez amené de la préparation jusqu'à la CAN, parce que c'est pas au niveau de la CAN que vous allez fabriquer un buteur. Hein. Ouais. C'est au vu de la performance de tout un chacun dans son club, un peu partout, que vous faites votre sélection pour venir. Si réellement, bon, c'est bien vrai qu'on nous prend peut-être pour des profanes, mais si réellement le coach écoutait vraiment les différentes critiques de tout ce qui s'est passé lors des différents matchs des étalons, je crois que les étalons n'allaient pas en souffrir jusque-là. Parce qu'avec le cas Bertrand, par exemple, c'est difficile. C'est difficile pour le coach d'avoir un joueur de cette trempe et de le garder sur le banc de touche, alors que le joueur ne respire véritablement pas la forme. Mais il s'est dit peut-être que c'est le seul élément, peut-être, il ne faut pas à peut-être créer la situation à n'importe quel moment. Mais le football, c'est pas la magie, c'est pas une machine où on te dit que non, il a l'habitude de faire ceci ou cela, il va le répéter exactement dans les matchs. C'est des organismes humains. Voilà. Et dès lors que tu pêches un peu à l'entraînement, c'est préjudiciable au niveau de ta performance sur le terrain. Bertrand qui n'a pas de compétition en club, qui n'a pas préparé la CAN avec les étalons, qui a été covidé, a toujours joué lorsqu'il est là. Lorsqu'il est sur la feuille de match, il a toujours joué. Pour moi, ce n'est vraiment pas normal. Il faut mettre les gens à la place qu'il faut en fonction du rendement sur le terrain des entraînements. Mais il faut rappeler qu'il n'a pas encore terminé le match aussi, hein, parce qu'à chaque fois, il est peut-être sorti 10-15 minutes avant la fin. Et très rapidement, Isaac, est-ce que vous pensez qu'à partir de là, après 4 matchs, on sent toujours que Kamou Malo est dubitatif sur le choix de ses hommes?
Est-ce que vous pensez réellement que, parce que j'écoutais un peu une analyse il y en a qui disent par exemple que sur le cas Cyril Bayala, que malgré le fait qu'il a un bon repli défensif, il ne donne pas assez n'est pas assez vite comme les autres, mais Kamou Malo tient forcément. Salambert a notamment parlé du cas Bertrand qui ne respire pas forcément la forme, mais qui reste quand même l'homme à tout faire de Kamou Malo. Non, je pense que quand même il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'il y a quand même un petit balbutiement. Ça au moins c'est clair. C'est-à-dire il y a un tâtonnement à ce niveau, parce qu'on n'a pas une lisibilité claire de cette formation. Voilà, je pense qu'ils écoutent un peu ce que nous disons, parce que quand vous regardez la composition du premier match, du deuxième match jusqu'à aujourd'hui, voilà, tu comprendras que maintenant, est-ce que il est responsable de ça? Est-ce que c'est parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a? Est-ce que c'est ce qu'il détient? Même quand on parle de l'inefficacité de l'équipe, comprenez que quand même il y a des formations qui sont parties à cette CAN sans avoir les mêmes atouts que certaines équipes qui malheureusement sont aussi sorties. Parce que quand vous prenez certaines équipes, déjà quand vous regardez sur le plan offensif, vous pouvez pointer, vous pouvez placer vous pouvez même parier sur des personnes sur qui on peut, mais nous, d'une façon générale, on n'a pas ces éléments. Mais voilà pourquoi quand tu n'as pas ça, il faut aussi avoir sa stratégie de jeu qui va différer de ceux qui ont d'autres atouts que toi tu ne disposes pas. Nous, on n'a pas un Sébastien Haller, on n'a pas un Mohamed Salah qui peut à tout moment, voilà. Si je comprends bien, ça dit que le fait qu'on n'a pas certains atouts, on doit pouvoir remodeler notre jeu en fonction de nos atouts. Exactement. Pourtant, nous continuer à faire la tête avec le même système que nous avons. C'est ça qui est un peu déplorable. Il faut quand même pouvoir analyser en profondeur, comprendre réellement nos faiblesses. Et quand on a des faiblesses, forcément, on peut avoir des forces quelque part. Maximiser, mettre l'accent sur ces forces-là. Et puis bon, essayer de jouer notre football avec. Maintenant, si vous voulez rester dans ce même carnaval où ça ne donne pas, vous serez toujours obligé de venir en conférence de presse dire que non, nous sommes dans l'inefficacité. Donc, tout ça là, c'est des éléments. Maintenant, comme Ibé l'a dit, c'est pas à la veille de la chasse qu'il faut. On vous a compris. Voilà. Ibé, vous gardez votre intervention soigneusement. On va écouter le coach Kamou Malo sur la gestion de la pression, parce qu'on sait que il y a la pression de tous les côtés. Voilà. Donc, comment est-ce que gère cette pression-là? John William Somda donc lui a posé la question. Vous avez certainement raison, parce qu'il y en a qui découvrent la haute compétition, et surtout à ce niveau de compétition pour la première fois. Il y en a qui ont eu peut-être quelques minutes déjà à cette carte. Alors, comment nous allons gérer cette pression? Bon, je pense que déjà la pression est là depuis le premier jour. Alors, nous essayons, je pense que plus nous avançons dans la compétition, plus ces garçons aussi gagnent, bien sûr, en maîtrise, surtout de leurs émotions. Et je pense que ces garçons-là, on va compenser peut-être cette situation avec cette fougue qu'on verra demain sur le terrain. Voilà donc Kamou Malo qui s'exprimait donc par rapport à cette gestion de la presse. Mais on a comme l'impression qu'il table beaucoup sur la jeunesse du groupe, le fait que beaucoup découvrent la compétition. Pourtant quand même il a des anciens. Il a par exemple Kofi qui a déjà joué la CAN, Steve Yago, Dayo, Bertrand, au milieu Blati Touré, Gira, Cyril Bayala. Il y a presque 10 joueurs déjà qui ont joué la CAN 2017. Est-ce qu'on peut toujours parler ici de jeunesse, parce que même les jeunes dont il parle, comme les Edmond Tapsoba, jouent quand même la très haute compétition? Non, mais je crois que déjà il y a 9 qui connaissent une phase finale de CAN dans les 28 joueurs qu'il a convoqués. Mais quand vous le dites, il faut aussi comparer avec les autres nations. Et son effectif est très jeune, ça c'est une réalité. On n'a pas participé à la CAN 2019, ça c'est une réalité. On revient avec un effectif complètement renouvelé à 80%, ça c'est une réalité, mais on est en quart de finale quand même. Moi je pense qu'on peut toujours relativiser et puis lui accorder un crédit par rapport à ce qu'il dit, parce que la Coupe d'Afrique des Nations c'est un événement assez spécial. Et lorsque vous n'êtes pas fort dans la gestion des émotions, vous pouvez être une équipe très talentueuse, mais si vous n'êtes pas fort dans la gestion des émotions, ça vous rattrape. Quand vous regardez par exemple le Mali, l'équipe du Mali, elle a tout pour aller remporter même la CAN, pourquoi pas, je dirais. Mais elle a échoué face à la Guinée équatoriale. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, elle a échoué face à l'Égypte qui n'était pas un foudre de guerre d'entrée de jeu. Quand vous regardez le Nigeria, et tout ça, que ce soit le Nigeria et le Mali, c'est la jeunesse de leur effectif qui a fait que ces équipes-là se sont fait éliminer prématurément.
Donc, dans la gestion de l'événement et des émotions, si vous ne prenez pas de la hauteur, ça vous rattrape. Et je crois que là où on est en train de gagner aujourd'hui, c'est à ce niveau-là. Parce qu'à un moment donné, l'équipe, même si elle a l'impression qu'elle maîtrise les événements, elle ne veut pas se lâcher complètement dans un match comme face à l'Éthiopie, comme face au Cap-Vert, comme face au Gabon. On dirait tant pis pour le spectacle, mais si ça vous permet d'avancer, moi je pense que moi je suis preneur. Ok, donc comme vous l'avez dit, l'essentiel, comme Moumalo le dit souvent aussi, l'essentiel c'est la victoire, l'essentiel c'est la qualification, le beau jeu peut-être ça viendra avec le temps. On va aller peut-être directement dans ce match-là. Comment est-ce que vous voyez ce match-là? Comment est-ce que vous pensez peut-être qu'on doit aborder ce match-là dans Massa Laméré? Est-ce qu'on doit peut-être laisser le ballon dans les pieds donc, des Tunisiens, essayer de les contenir, jouer en contre, ou bien on doit peut-être faire cette bataille au niveau du milieu de terrain, essayer d'avoir le contrôle du jeu et dès les premiers instants? Bon, moi j'aime voir quand les étalons laissent le ballon à l'adversaire toujours. Lorsqu'ils évoluent comme ça, vous voyez qu'ils se créent toujours les meilleures occasions. Vous avez vu contre le Gabon, on a laissé le ballon aux Gabonais. On a n'eût été la maladresse quand même de nos attaquants, oui. On aurait pu quand même marquer 2 ou 3 buts à chuter. Et moi je préfère à ce niveau-là, parce que là nous serons face à une équipe compacte, tactiquement disciplinée. Oui. Moi je ne suis pas technicien, mais quand les Italiens vont évoluer peut-être en 4-2-2, en 4-4-2, oui. Ça pourrait être vraiment très, très bien pour l'équipe, parce que là ça va un peu densifier le milieu, la défense également sera, et on laissera deux personnes qui vont vraiment beaucoup bouger, et ça donnera beaucoup plus de confiance peut-être à l'équipe tunisienne, qui va vouloir en découdre très tôt, et forcément quand vous voulez en découdre très tôt, vous laissez forcément des brèches qui seront peut-être exploitées par nos étalons, parce que nous avons quand même des gens qui sont vraiment très rapides. On a beaucoup de joueurs très rapides devant. Beaucoup de joueurs très rapides. On pourrait exploiter cette vitesse au niveau de nos attaquants. Voilà, donc exploiter cette vitesse au niveau de nos attaquants. Est-ce que vous pensez la même chose, Isaka Ilboudo? Faut-il peut-être laisser le choix de tenir le ballon à l'adversaire, essayer maintenant de le contenir au niveau des milieux de terrain, remonter le ballon très rapidement pour créer la surprise et surprendre la défense adverse? Non, je pense qu'on peut rester dans ce schéma, laisser venir, observer, être surtout solide défensivement les 15 premières minutes, ne pas abdiquer, parce que je suis sûr que sinon on décide de laisser le ballon les 15 premières minutes, ça veut dire que l'adversaire va attaquer, ça au moins c'est clair. Sinon on décide d'attaquer les 15 premières minutes, ça veut dire que l'adversaire va attendre dans son camp. Donc vice versa, on retombe dans le même schéma tactique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut effectivement décider d'attendre les 15 premières minutes, faire le dos rond et puis procéder par des démarrages éclairs, comme on sait bien le faire. Vous avez vu la fois dernière la passe chirurgicale du gauche de l'extérieur du pied du Dango entre les lignes qui a mis à mal cette défense gabonaise. Ça veut dire que on peut procéder à ce genre de jeu, parce que nous ne sommes pas une équipe qui n'a pas forcément les meilleurs créateurs au niveau du milieu, qui a les mêmes caractéristiques que le Brésil de 94, où on décide de prendre ballon et puis on te domine, que tu veuilles ou pas, on joue sur toi. Nous on n'a pas ces hommes-là. Et quand vous n'avez pas ça, c'est ce que je vous disais, chaque équipe doit avoir des paramètres et chaque équipe doit avoir ses potentialités que tu dois identifier. Si nous ne sommes pas capables dès le début d'une rencontre, le prendre, mettre pied, comme on le dit, mettre pied sur le ballon, le faire jouer, faire courir l'adversaire, et ça, il faut être vraiment fort à tous les niveaux, physiquement, techniquement, tactiquement, il faut être fort pour le faire. Si vous savez que vous ne pouvez pas le faire, ce que vous pouvez faire, c'est de simplement laisser peut-être respirer la défense, rester en bloc, et puis procéder par des comptes. Comme on a des joueurs qui sont rapides comme des lapins entre griffes, on peut placer des banderilles derrière la défense tunisienne et ça peut porter fruit, on marque et puis on vient, on essaie de gérer. Donc voilà un peu, ça peut être une tactique parmi tant d'autres. Ok, donc on termine avec vous Ibé sur ces sujets, la tactique peut-être qu'on doit adopter, parce que la Tunisie peut également vouloir aussi nous laisser le contrôle du jeu, ou bien ça peut être également du ping-pong, chacun veut peut-être essayer de dominer, et là souvent au milieu il y a trop de cartons, il y a trop de fautes et tout, malheureusement nous ne sommes pas aussi très forts dans les coups de pied arrêtés, ça peut ne pas nous arranger. Je crois qu'on a quand même expérimenté un système de jeu qui marche très bien face au Gabon.
Alors, tout ce qu'on connaît de cette équipe tunisienne, c'est que défensivement, elle est assez très organisée. Et puis, elle aussi, elle procède justement par des jeux directs, comme à l'image justement dans des autres équipes arabes. Mais la force de cette équipe tunisienne qu'il ne faut pas occulter, c'est que c'est un ensemble de joueurs qui jouent ensemble, non seulement en club, mais également en sélection. Parce que la Tunisie, c'est l'équipe qui a le plus gros contingent de joueurs évoluant sur le sol africain, parce que son effectif est majoritairement composé des clubs essentiels du championnat local. En dehors de l'Éthiopie qui est rentrée. Oui, il y a l'Étoile du Sahel, il y a l'Espérance du Tunis et il y a le CS Sfaxien. Donc c'est des joueurs qui se connaissent non seulement dans les championnats locaux, mais également en équipe nationale. Et qu'est-ce que les Italiens doivent faire en ce moment? Quand vous avez en face une équipe très homogène depuis la nuit des temps, et c'est pratiquement la même équipe qui était là à la CAN 2017 oui. Et qui est là qui était là à la CAN 2019 et qui se retrouve là à la CAN 2021 ou 2022, c'est selon. Moi je pense qu'il faut toujours garder sa philosophie de jeu, sa façon de jouer, parce que vous avez habitué aux enfants à une façon de jouer depuis le début de cette CAN, encore que c'est un adversaire qui va venir, qui ne va pas déroger à la règle. Il faut toujours garder ce système de jeu et exploiter justement nos forces, travailler à libérer Issa Kabore donc pour exploiter donc ces montées offensives. Voilà, donc ce qui est bien dit, il faut travailler donc à libérer certains joueurs pour qu'ils puissent donc créer donc le surnombre sur l'adversaire, essayer donc de créer de trouver cette victoire, parce que le peuple burkinabé attend Salameri l'a dit, on ne nous attendait pas forcément à ça, mais nous sommes arrivés à un niveau où les supporters attendent beaucoup, et même ceux qui sont donc du côté de Yaoundé, et aussi également ils s'apprêtent, ils font des répétitions à tout le monde donc pour aller donc du côté de Garoua, qui est très loin de Yaoundé, mais quand même les autorités donc du ministère des Sports sont en train donc de mettre les petits plats dans les grands pour que une forte délégation donc des supporters burkinabés soit donc du côté de Garoua pour ce match. On peut suivre ici une animation de l'Union nationale des supporters sur place donc à Yaoundé avec Bessori John William Somda. Il sera 20h ce samedi lorsque les étalons entameront leur chevauchée vers les demi-finales de la CAN 2021. Au même moment, les supporters tenteront de jouer leur partition dans les gradins. Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un match banal, c'est un quart de finale de CAN et les hommes du président Tougman ne veulent rien laisser au hasard et ils s'en donnent visiblement les moyens. Nous sommes réunis ce matin pour faire une répétition pour donner un avant-goût du match de Garoua. C'est pour dire aux joueurs que nous sommes là, nous comptons beaucoup sur eux. Nous voulons aller jusqu'en finale. Vous-même, vous êtes ici, présent ce matin, vous avez participé à notre animation, vous étiez témoin oculaire, vous avez vu que le 12e homme est uni comme une seule personne afin de pousser les étalons à la victoire. Donc nous sommes fin prêts, voilà, on n'entend plus que les étalons, nos stars, pour pouvoir aller à la victoire. Grâce à Dieu. À Garoua, les étalons ne seront donc pas orphelins. Ils joueront avec derrière eux des supporters tout aussi motivés. Prières et incantations, bref, tout ce qui peut pousser le 11 national à victoire a été exploré et à l'UNCE, on se veut confiant. Non, pour ça seulement, on a tout fait. Maintenant, nous allons lancer un appel au pays. Les chefferies coutumières, les confessions religieuses n'ont qu'à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je pense que l'un dans l'autre, on va avoir le gain du match. Nous allons envoyer la coupe au Burkina Faso. Les Burkinabés vont oublier ce qui s'est passé les jours précédents. Je suis sûr, Inch'Allah, on va envoyer la coupe au Burkina Faso. Pour ce troisième face-à-face en quart de finale entre les deux formations, la troupe d'animation de l'UNCE sera au grand complet. C'est donc dit que les écharpes frappées de l'étoile jaune devraient envahir les travées du stade Omnisport de Garoua, ville située à plus de 1000 km de la capitale Yaoundé. Voilà, donc vous voyez donc cette mascotte, il s'agit donc de Amariguine. On en a déjà parlé oui, dans cette émission, mais je pense que William Somda et lui ils ont une histoire particulière que nous allons donc suivre un peu dans cet élément.
La CAN Cameroun Total Énergie 2021, c'est au Cameroun, vous le savez déjà, et compétition ouverte depuis le 9 janvier. À ce stade, les étalons sont donc en quart de finale, des quarts donc qu'ils disputeront samedi prochain à Garoua face aux Aigles de Carthage. La force des étalons, c'est vrai, c'est aussi le dynamisme de l'équipe, mais c'est également, on va dire, la force des supporters, conduit par l'Union nationale des supporters des étalons. Parmi ces supporters, on connaît le très célèbre Amad Guinde, mais il y a un qu'on connaît moins, mais qui joue un rôle très important, c'est Bokinbila 226, donc peint aux couleurs nationales. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs de Tui TV? Bonjour, à l'état civil Diallo Sambo, nom d'artiste en tant que mascotte numéro 1, Bokinbila 226. Voilà, vous aurez remarqué, c'est la mascotte officielle des étalons en cette Coupe d'Afrique Cameroun Total Énergie 2021. Alors dis-nous, comment tu fais pour te retrouver aussi peint aux couleurs nationales? Est-ce qu'il y a un travail difficile à réaliser? Bon, je peux dire oui, parce que quand on le voit, on croit que c'est un truc simple, c'est pas facile. Parce qu'à chaque match, je suis arrêté durant tout le match. Alors arrêté comme ça durant tout le match, durant 90 minutes, est-ce que Bokinbila 226 ne se fatigue pas? Bon, pour ma nation, je ne dois pas être fatigué parce que je suis digne d'être burkinabé et je suis fier d'être le mascotte numéro 1 de l'équipe nationale. Alors, Bokinbila 226, les étalons sont qualifiés pour les quarts. Ils joueront samedi à Garoua. On sait que tu seras donc au stade de Garoua. Alors, comment tu apprécies le parcours des étalons? Bon, difficile, mais je crois qu'on va y arriver. Il y a eu plus de peur que de mal. J'espère bien, Inch'Allah, avec la force de Dieu, j'espère bien qu'on remportera la coupe à la maison, vu qu'au Burkina actuellement on vit des moments un peu difficiles. C'est pas simple, mais on aimerait bien amener le Burkina Faso à sa place, si Dieu le veut. Merci Bokinbila 226, la mascotte officielle donc des supporters des étalons à cette CAN Cameroun 2021, la CAN Total Énergie. On espère retrouver Bokinbila 226 en pleine forme pour pousser les étalons à la victoire samedi prochain du côté du stade de Garoua. Inch'Allah. Voilà donc John William Somda et les mascottes donc, de l'équipe nationale. Très rapidement, Isaka, avant qu'on analyse les autres matchs. Déjà, est-ce que le fait d'avoir cette forte communauté de supporters, est-ce que ça peut faire quelque chose également pour les joueurs? Oui, bien sûr que c'est très important. Écoutez, la Coupe d'Afrique se joue en off, à côté. C'est les supporters aussi qui ont les cannes. C'est tout à fait normal, il faut soutenir. Et toutes les nations emboîtent le pas, tout le monde en fait la même chose. Donc, savoir qu'il y a des milliers de personnes qui vous supportent, qui dansent au rythme des sons, des grelots, c'est très important, c'est leur rôle. Et je pense qu'ils sont dans leur rôle. Okay. Maintenant, il faut reconnaître qu'on fait quand même un long voyage. Hein. Ouais. Voilà, 1000 km pour aller à Garoua, c'est dans le nord du Cameroun, où se trouve la célèbre équipe, le Coton Sport de Garoua, où joue un de nos confrères, Sibri Traoré. Donc, normalement, on ne doit pas être quand même dépaysé, mais bon, c'est une longue distance quand même. Il faut forcément revenir avec quelque chose pour ne pas sentir vraiment le retour assez difficile. Ok, voilà, donc on espère qu'ils reviendront avec quelque chose, sur quelque chose dont tout le monde attend, c'est la qualification donc, pour les demi-finales. Nous allons donc passer aux autres matchs donc, de quart de finale. Ibé Cabré, hormis avant Burkina-Tunisie, on va se jouer Cameroun-Gambie, le pays organisateur qui joue la Gambie qui est qualifiée donc par surprise, hein, j'allais le dire, à la surprise générale de tout le monde, la Gambie qui joue les quarts de finale. Est-ce qu'ils pourront quand même faire ce poids-là devant le Cameroun, parce qu'ils éliminent la Guinée, mais ça c'est une autre paire de matchs, le pays organisateur, même si on annonce que l'équipe gambienne n'a pas de joueurs positifs donc, au Covid, fort heureusement, est-ce qu'ils pourront quand même faire le poids devant les Camerounais? Moi je crois qu'ils sont déjà arrivés à ce stade de la compétition, c'est un exploit pour eux. Oui. Ils ont déjà réussi leur Coupe d'Afrique des Nations. Pour le reste, c'est un bonus. Et
Moi je dirais quoi, face au Cameroun, j'ai l'impression qu'ils sont au terme de leur période de dangerosité. Donc Yves Cabré ne croit plus trop donc, à une autre surprise de cette équipe gambienne. Pourtant l'équipe camerounaise n'a pas forcément encore montré vraiment un visage assez reluisant. Peut-être qu'on peut le craindre. C'est peut-être parce que face aux Comores, on a vu même à 10 contre 11 encaisser souvent, le jeu n'était pas ça. Peut-être la Gambie peut créer la surprise. Je pense que je ne partage pas totalement le point de vue d'IB. Oui. C'est vrai qu'ils ont déjà fait ce que beaucoup de pays n'ont jamais réussi à faire. Oui. Parce que n'oubliez pas qu'ils sont à leur première participation. Et beaucoup de nations, dès leur première participation, n'ont pas eu la chance de goûter aux délices des quarts de finale. C'est vrai, ils ont déjà fait un grand pas. Ce qui va venir, ne serait-ce que du bonus. Oui. Mais quand une équipe se retrouve dans cette configuration, dans cette situation, elle devient une équipe sans pression. Oui. Parce que la Gambie, aujourd'hui, élimine le Cameroun, c'est le tonnerre qui tombe. Mais le Cameroun battre la Gambie au quart de finale. Coupe d'Afrique organisée au pays de Samuel Eto'o, c'est pas un événement. Oui. Donc, il faut regarder les choses par paramètres. Et à ce niveau, moi, je pense que la Gambie va être une équipe assez compliquée. Qui va être comme une souris qui peut se retrouver dans les narines d'une trompe d'éléphant. Ou bien d'une trompe d'un animal à trompe. Il faut faire très attention. C'est une équipe qui joue sans compter, sans complexe, qui a l'enthousiasme. À côté, le Cameroun, jusqu'à présent, joue à domicile, mais on n'a pas encore vu le grand Cameroun. On a beaucoup plus vu beaucoup de débats autour de cette formation qui, selon certains, a été favorisée. Voilà, ceci. Il y a eu trop de débats, mais le vrai Cameroun qu'on veut voir, on ne l'a pas encore vu. Est-ce que ça va être demain, à partir de 15h35, face à la Gambie? On ne le saura pas. On le saura demain. Maintenant, la Gambie va jouer son football comme elle sait le faire. Il faut faire très attention à cette équipe. Qui peut faire n'est pas vraiment encore à la limite de nous surprendre. Oui, une autre équipe qui pourra peut-être créer la surprise peut-être dimanche à Damasalami, c'est la Guinée équatoriale qui jouera donc face à cette équipe donc du Sénégal. La Guinée équatoriale qui élimine contre toute attente la Côte d'Ivoire. Non, pas la Côte d'Ivoire, le Mali. Oui, en tout cas, c'est une équipe équato-guinéenne décidée à jamais parce que là, quand même, c'est pas la première fois qu'ils partent en quart de finale. C'est en 2015 déjà chez elle. Elle avait franchi ces quarts de finale. C'était face à la Tunisie, d'ailleurs, où vraiment plus d'un avait vraiment décrié cette tricherie entre griffes qui a amené cette équipe en demi. Mais c'est pour dire, en réalité, que la Guinée équatoriale est véritablement engagée dans cette canne-là pour faire mieux que les autres années. Parce que quand vous arrivez déjà à arriver en quart de finale, votre rêve c'est d'aller en demi. Voilà. Et face à une équipe du Sénégal qui véritablement n'a pas montré vraiment montré grand chose. Mais il reste quand même l'un des favoris. Voilà, reste. Parce que les équipes souvent se transcendent au fil de compétitions, au fil des matchs. Et si, en tout cas, les Sénégalais vont jouer comme on les a vus jouer en match de poule, en 8e de finale, ça va être un peu difficile. Ça serait un très grand match qu'il faudra observer. Ok, dit donc de ce choc de l'Afrique du Nord, Maroc, Égypte. Le Maroc qui s'est qualifié, on ne dirait pas assez facilement, mais l'Égypte qui a fait quand même une grosse débauche d'énergie face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, en prolongation, tir au but, finalement Mohamed Salah il s'est équipé sur le premier très bon match quand même de la CAN, parce que jusque-là, jusqu'avant le match de la Côte d'Ivoire, ça n'allait pas. Ils ont quand même montré notre visage face aux Ivoiriens, ils ont réussi donc à les éliminer face au Maroc qui est l'une des équipes quand même où les observateurs misent beaucoup comme peut-être un potentiel champion d'Afrique. Est-ce que il n'y aura pas vraiment c'est pas une finale avant l'heure? Oui, naturellement c'est une finale avant l'heure, comme beaucoup d'autres affiches qui ont eu lieu quand même dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je voudrais quand même dire que si c'est les prolongations et les tirs et buts constituent un indicateur assez important et déterminant dans la confrontation, il ne faut pas oublier que les salons sont passés par cette étape-là. Donc il faut relativiser. Donc ça c'est pour vous arracher les souris. Mais très honnêtement, je pense que
Le Maroc, pour ce qu'ils ont montré depuis là, ils ont envie quand même de miser une pièce maîtresse sur eux, sans négliger l'Éthiopie. Non, l'Égypte plutôt, je m'excuse. L'Égypte, ça a été, moi je pense qu'ils ont joué le match de leur CAN face à la Côte d'Ivoire. Sur les 3 précédentes sorties, on n'avait pas vu l'Égypte afficher un tel niveau de jeu, mais là, Isaac a rappelé quelque chose d'assez important lorsqu'il dit que il jouait pour l'histoire. Donc il fallait quand même maintenir cette hémorragie qui n'a fait que trop durer, que les Ivoiriens ont tenté de renverser, ça n'a pas pu avoir lieu. Et au bout duquel justement l'Égypte s'est qualifiée. Et face au Maroc, c'est 2 équipes qui ont à peu près le même style, même si à contrario, je pense qu'un Mohamed Salah d'un grand soir peut aussi faire la différence. Voilà, un Mohamed Salah d'un grand soir peut faire la différence. Il faut pas également peut-être que faut craindre également peut-être que l'Égypte ait joué, vous l'avez dit, son match de la CAN face à la Côte d'Ivoire. C'est comme si la Côte d'Ivoire aussi qui avait joué son match de la CAN face à l'Algérie. Et là, ils arrivent un peu handicapés. On a un peu peur que peut-être ces équipes-là arrivent un peu handicapées très rapidement. Non, je pense que pas forcément d'être handicapé, ça peut être un stimulant d'avoir peut-être franchi un palier en battant une équipe potentiellement candidate au titre final. Parce que quand vous regardez un peu le processus de l'Égypte, c'est des équipes à diesel qui montent en puissance. Et le fait de battre la Côte d'Ivoire, c'était un gros morceau. De ces 2 formations, celui qui sortait victorieuse peut emmagasiner un certain nombre de la confiance. De confiance, c'est important. Voilà, c'est important. Donc je pense que l'Égypte, à l'heure actuelle, va être très difficile. Au sorti de ce match-là, l'Égypte va être très... Ils vont comprendre, ils vont se dire qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Et Mohamed Salah l'a dit en conférence de presse, je rêve de remporter une Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte. Ça veut dire que c'est des signes déjà. En face, il y a les Lions de l'Atlas qui sont également une belle équipe. En tout cas, le derby nord-africain nous promet des étincelles. Et c'est très difficile de s'aventurer dans des pronostics. Maintenant, je vais dire pour le Sénégal rapidement. Le Sénégal a fait 2 matchs assez poussifs, assez insipides. Le 3e match a été plus ou moins bien, acceptable. Même si malgré tout... si elle bascule au 3e match, je pense qu'elle a les possibilités aussi, parce que s'ils échouent... Mais on a vu le 4e match, le match de 8e avec le Cap-Vert. Ça a été plus ou moins... Bon, il aurait fallu peut-être l'exclusion, le carton rouge. Ça devrait passer pour le Sénégal. Ça devrait passer, ça a été au moins mieux que les autres matchs, mais le Sénégal... La Guinée équatoriale dont on parle, moi je trouve que c'est l'équipe parmi les 8 qualifiés pour les 4, c'est l'équipe qui s'est justement retrouvée à ce niveau-là. L'équipe la plus faible? Non, qui s'est justement retrouvée à ce niveau-là. Parce qu'elle affronte quand même le Mali, un match dans lequel il y a eu quand même des préjudices sur l'équipe malienne qui a même contesté. Il y a quand même eu un pénalty clair et net qui n'a pas été sifflé. Et au même moment, on retirait un autre pénalty qui était, à mon sens, aussi évident pour le Mali. Donc, du coup, le Mali a été, à mon sens, brimé dans une rencontre au soir duquel ils ont perdu. C'est les aléas de la population. Les Équatoriens ne vont pas vraiment aimer ce qu'il dira. C'est comme nos confrères gabonais qui estiment également peut-être... Voilà, donc bon, on ne va pas forcément rentrer dans cela parce qu'il faut aussi dire que les stars de cette CAN, hormis le cas Covid, c'est également l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, vraiment beaucoup en parle. On reviendra dessus, bien sûr, pour les prochaines éditions. Mais avant, nous allons peut-être faire un clin d'œil à nos confrères journalistes qui sont donc du côté de Yaoundé. Ils sont quand même plus d'une vingtaine, voire plus de 30. Voilà, donc qui sont là-bas. Voilà, une belle colonie. Donc, ils représentent valablement la presse sportive donc, du Burkina Faso, du côté donc, du pays donc, de Paul Biya. Et Assami Thiemtoré est allé donc constater comment est-ce qu'il travaille et ensemble nous allons donc regarder cet élément. La Coupe d'Afrique des Nations est la plus prestigieuse compétition en Afrique. Le rêve de tout journaliste sportif est donc de pouvoir participer à cette fête et assurer la couverture médiatique. Pour ce faire, plusieurs conditions doivent être remplies afin de pouvoir y participer. La demande d'accréditation constitue la première étape vers une bonne participation. Avoir l'outil qui vous permet d'avoir accès donc au site de différentes compétitions, des différents matchs, c'est donc la carte, le badge officiel qui fait de vous donc officiellement un journaliste pour la couverture donc de la compétition. Je pense que pour commencer c'est ça. Et ensuite, il faut pouvoir établir la liste des joueurs
de toutes les équipes qui sont qualifiées. Cela vous permet d'avoir une certaine avance et de bosser aussi par cœur les plus grosses performances, le nombre de participations de chacune des équipes si possible. Savoir aussi quels sont les joueurs clés de chacune des équipes qui prennent part à cette compétition. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement au Cameroun, près d'une trentaine de journalistes burkinabés y participent. La particularité de la couverture médiatique de la Coupe d'Afrique des Nations est que cette compétition demande beaucoup de dons en soi et de concentration. Ajouté à cela, il faut noter quelques difficultés d'ordre général qui rendent le travail des journalistes compliqué. Principalement pour cette CAN Cameroun 2021, il faut dire que contrairement à ce que nous avons vécu au Gabon, les conditions sont un peu plus difficiles au regard donc de l'étroitesse de certaines salles de presse qu'on a eu déjà je dirais à le constater dans certains stades. J'allais dire même tous les autres stades, à part le stade Olembe où vraiment la salle de presse est un peu plus grande. Il y a même 2 ou 3 salles de presse avec une salle spécifique pour les photographes, les caméramans, une salle spécifique pour ceux qui sont de la télévision, donc qui font des montages vidéo et tout ça, qu'on appelle le studio, et une autre salle où tous ceux qui sont dans la presse en ligne, presse écrite et les autres peuvent se retrouver. Participer à la Coupe d'Afrique des Nations est une opportunité également pour un journaliste sportif. C'est une tribune pour se faire un carnet d'adresses et également améliorer son niveau et avoir plus d'expérience. Vous savez, au-delà de la couverture médiatique, le journaliste a la possibilité, je le disais tantôt, de faire des rencontres, d'échanger avec des confrères, de voir jusqu'à quel niveau il peut apporter un plus par rapport à ce qu'il a comme bagage. Et en ce sens, vous avez plusieurs entités, que ce soit des associations de journalistes, que ce soit des centres qui coopèrent directement en termes techniques avec les journalistes. C'est pour ça qu'au niveau des médias centers, vous avez une bonne flopée de journalistes qui y travaillent, qui échangent. Et pour le journaliste, c'est important, c'est échanger donc les cartes de visite, c'est prendre des informations et faciliter certaines rencontres avec d'autres joueurs qui ne sont pas donc de votre pays, avec j'allais dire d'autres officiels. Couvrir donc la Coupe d'Afrique des Nations recommande beaucoup de sacrifices et de détermination. Cela permet de s'aguerrir et d'avoir de l'expérience pour une bonne carrière journalistique. Voilà donc félicitations au passage donc à nos confrères donc, qui sont du côté de Cameroun, qui mouillent le maillot quotidiennement pour qu'on puisse avoir les nouvelles fraîches de Yaoundé, des étalons du Burkina Faso et surtout donc de la CAN de façon générale. Adama Salambéré, un mot par rapport à ce travail-là, ce grand travail qui est fait, vous qui avez le plus souvent voyagé dans des conditions pas simples pour nous donner des informations de la chose. Ce n'est vraiment pas simple, c'est un véritable parcours de combattant lorsque vous partez en mission envoyée par votre organe pour couvrir de telles compétitions, parce que d'abord arriver l'obtention même du sésame qui est l'accréditation, c'est difficile. Si tu t'es pas inscrit depuis le pays avant d'y arriver, vous allez vraiment souffrir. Vous êtes obligé de partir, de suivre les supporters pour entrer alors qu'il y a une tribune réservée à la presse. Et les conditions de travail sont souvent difficiles lorsque vous arrivez dans un stade où il n'y a pas de wifi, alors qu'il y a des gens les médias chauds surtout, veulent faire du direct, du live. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas accéder aux joueurs lors des conférences de presse d'avant ou d'après match. Oui. C'est un peu compliqué. Donc, l'un dans l'autre, ça montre déjà la souffrance du journaliste lorsqu'il est en mission. C'est vrai, la passion parle dessus, surtout lorsque votre équipe gagne. Vous ne sentez plus donc le travail acharné que vous faites. Merci à vous, Adama Salamé. Je vous en prie, merci. Issa Kalibou, nous sommes en fin d'émission. Ça a toujours été un plaisir et on espère qu'on se retrouvera. Ibé Kabri, à vous également, merci. On se donne rendez-vous l'année prochaine, tout en espérant bien sûr que les étalons du Burkina Faso auront décroché donc cette qualification donc pour les demi-finales. Mesdames et messieurs, c'est tout donc pour ce soir d'aujourd'hui. Merci d'avoir été fidèles donc à nos programmes.